Vous avez tous sans doute visionné l'entretien de QG TV avec Pierre-Yves Rougeron. Vous vous êtes sans doute senti par moments gêné car Pierre-Yves Rougeron fut quelquefois en difficulté face à ce couple plein de mépris. Un couple qui détient la vérité et qui a un rapport de classe extrêmement désagréable, eux, les bons intellectuels, les détenteurs de la vérité contre Pierre-Yves Rougeron, qui est un pauvre droitard, voire identitaire, nationaliste, assoiffé de sang, alors que c'est un gaulliste plutôt de gauche, je dirais, certes nationaliste, avec des enfants eurasiens. Alors identitaire, pas vraiment. Aude Lancelin, qui appelle Pierre-Yves Rougeron Pierre-Yves Rougère, je ne sais pas pourquoi. Donc Aude Lanceux, je vais faire pareil, avait préparé des petites fiches à charge contre Pierre-Yves. François Bégodeau, lui, en bon commissaire politique qu'il est, avait préparé une attaque en règle pour le déstabiliser psychologiquement. Pierre-Yves Rougeron, le méchant nationaliste, ce paternaliste bourgeois issu, il a été congelé au 19e siècle et on l'aurait décongelé au 21e siècle. Voilà, il a un esprit arriéré, etc., etc. Ces attaques furent dignes de la plus belle des écoles politiques marxistes. Non, pardon, trotskistes. Je dis trotskiste parce que j'ai trop de respect pour Marx pour l'inclure dans ce guet-apens. Nous avons ici pu constater toute la différence entre un homme nationaliste, fondamentalement gentil, qui était venu se disant qu'il allait faire un débat poli, sans attaque vicieuse. Mais hélas, face à lui, nous avons eu deux commissaires politiques rodés à la déstabilisation psychologique. Et par moments, ce fut effectivement assez dur pour Pierre-Yves Rougeron. Alors, François, je vais directement te répondre après le générique. À tout de suite. Histoire, philosophie et politique, car tout est politique dans la vie. Histosophienne, histosophien, bienvenue. Avant toute chose, je vais faire une petite introduction et répéter tout mon soutien à Pierre-Yves Rougeron, spécialement ce 9 juin. Nous sommes le 9 juin 2024 et tu auras mon vote aux européennes. Je ne vais pas voter pour Philippot, que j'aime bien aussi, mais pour toi. Le cercle Aristote est une œuvre, certes, une œuvre collective, mais le cercle Aristote ne serait rien sans toi. Ce n'est pas grave de perdre un match de boxe. Tu auras ta revanche. Et à tous ceux qui vont profiter de ce petit moment de faiblesse pour t'attaquer lâchement, je vous dis, fermez-la. Vous n'aurez pas tenu 5 minutes face à François Bégodeau. On peut dire tout ce qu'on veut contre lui. C'est un homme, un écrivain de talent, intelligent, cultivé et rompu à la joute politique. Avec des techniques, bien sûr, d'inversion accusatoire, simples, mais toujours efficaces. Mais François, tu dis aimer le rugby. Alors, si tu aimes le rugby, tu ne peux pas être fondamentalement mauvais. Je pense que tu as un problème psychologique, un manque d'amour peut-être de ta maman, quelque chose qui fait que tu as tant de haine en toi. Tu ne parles jamais, tu ne reflètes pas l'amour. As-tu des amis, François? As-tu de vrais amis, des camarades, prêts à tout sacrifier pour t'aider? J'en doute. J'en doute, mais je te le souhaite. Alors, nous allons maintenant
attaquer la partie histoire de cette vidéo. François Bégodeau, tu es né le 27 avril 1971, tu te dis sociologue. Tu passes toute ton enfance à Nantes, tu es le fils d'enseignants de gauche, comme souvent c'est le cas. Ton père se dit plutôt communiste français. Alors là, je vais faire une petite parenthèse, parce que toi, tu es un internationaliste sans nation, mais je suis certain que si ton père est un communiste français à la Marché, petite photo de Georges Marchais, ce grand homme, eh bien, c'est un national-bolchéviste. Un national-bolchevique, c'est-à-dire c'est un national-communiste. Marchais défendait les travailleurs français avant tout. Alors, hélas, tes amitiés à Hippocagne vont t'amener, enfin hélas non, vers l'anarchisme. Moi, je suis un anarchiste de droite, comme beaucoup peuvent l'être, ou un communiste de droite. En réalité, la fin du communisme est normalement l'anarchie. Mais cela n'a jamais fonctionné, bien évidemment, comme tu le sais. Alors, toujours est-il que tu dis que tu as voté en 2002 pour Olivier Besancenot. Alors, Olivier Besancenot, c'est quand même un petit antifa, trotskiste, pas très intéressant. Franchement, tu vaux mieux que ça. En 2006, tu écris ton troisième roman, Entre les murs. Ça, je ne l'ai pas lu, je ne peux pas en parler. Inspiré de ton expérience d'enseignant, tu reçois le prix France Culture Télérama. Alors, bon, ça en dit long sur le prix. Hein. C'est tout ce qu'on aime. Hein. France Culture, qui a jeté Onfray comme une serpillière, et Télérama, bien sûr. Du bobo, pur jus, tout ça. En 2019, tu publies Histoire de ta bêtise. Alors, le livre, je l'ai. Il est intéressant. Une généalogie de la bêtise, de la bourgeoisie contemporaine. Tu t'adresses directement au lecteur et ce livre a reçu de très mauvaises critiques, mais je ne comprends pas pourquoi. Et surtout, tu seras méprisé par ta propre caste qui va quasiment dire que tu as une tendance fasciste. Alors si tu veux, François, on peut en parler. Si tu as une tendance fasciste au fond de toi, c'est pas grave, ce n'est pas sale. Tu peux m'envoyer un message privé et nous allons en discuter ensemble. Ce n'est pas sale, ok? Dis-toi bien que tu as peut-être ça en toi, ça existe. Alors, plus sérieusement, tu es donc déchu, entre guillemets, de ton poste que tu avais. Tes amis te trahissent, c'est souvent le cas dans la gauche caviar, bobo, trotskiste. Il y a souvent beaucoup de trahison, mais tu t'en prends pas mal plein la gueule, donc là, plutôt respect. Je pense que tu as touché du doigt quelque chose d'intéressant. Alors après, tu vas passer chez Zemmour et Nolot, l'émission. Éric Nolot va te décrire comme un méchant stalinien. Éric Nolot est un idiot, tout le monde le sait. Il n'a rien compris, bien évidemment. Heureusement, Zemmour remonte un peu le niveau du débat. Et va donner une bonne critique de ton livre. Tu vois, comme quoi Zemmour, hein, le méchant Zemmour, l'identitaire juif Zemmour. Alors, à la suite de ce livre, je disais, tu es révoqué de ton poste de critique à la revue Transfuge, mais tu auras dû faire comme Onfray, tu auras dû faire un coming out, comme on dit. Tu aurais dû te dire de la troisième voie, ni communiste, ni fasciste. La seule voie qui peut sauver le monde, la voie purement française. Oui, la France est un pays qui existe, une nation. Je sais que tu n'aimes pas les nations, car c'est papa bourgeois. Mais tu aurais pu faire un coming out et rejoindre les rangs de la pensée juste, du raisonnable, du bon sens. Mais tu ne le fais pas, tu restes à gauche, de la gauche, comme tu dis. Très bien, c'est ton choix. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu es? Tu es commissaire politique à QGTV, tu délivres la bonne parole, tu délivres la vérité, tu es le seul détenteur de cette vérité qui n'appartient qu'à la gauche, de la gauche, comme tu dis.
C'est ce que nous allons voir dans la partie philosophie. Oui, François, oui. La droite a gagné la bataille culturelle. L'humour est aujourd'hui clairement à droite. Alors, moi, je ne me dis pas de droite, mais bon, on va simplifier, on va dire qu'il y a la gauche, il y a la droite et la voie du milieu. Aujourd'hui, je dirais que la droite est plus le bon sens, hein, le retour à la réalité du monde dur, sans pitié des choses. Et effectivement, l'humour est passé à droite. Regarde cette bon petit dessin, ce bon petit croquis de Marceau, ou encore les vidéos de Papacito que Mélenchon a essayé de porter devant la justice puisqu'il l'aurait attenté à sa vie, n'importe quoi. Tu le sais bien en plus, tu es suffisamment intelligent pour savoir tout ça, d'ailleurs tu le dis. Effectivement, si aujourd'hui mon idole de l'humour noir, feu professeur Choron, était ressuscité, eh bien, je pense qu'il serait très fier d'un Marceau ou d'un Papacito. Il ne se retrouverait plus dans la gauche de la gauche actuelle. Bon, François, tu te dis fondamentalement être un anarchiste, un révolutionnaire, un anticapitaliste. Mais moi aussi. Bienvenue. Tu aimes le punk, donc là, musique. Alors, je vais te faire écouter quelques morceaux. Là, je vais te faire écouter un vrai morceau de révolutionnaire de la troisième voie, de la voie qui va sauver le monde, ce qui sera pas du trotskisme international, non plus pas du capitalisme de bon papa, mais la troisième voie révolutionnaire. Écoute. Pas mal, hein, ça bouge. Ni communiste, ni fasciste, juste anticapitaliste et nationaliste. National-bolchevique, si tu préfères. Alors la seule différence entre toi et moi, c'est que tu te dis anationaliste, internationaliste. Pour toi, ton peuple, tes frères, c'est un supposé prolétariat international, universel. François, tu as conscience que tu souffres de catholicisme aigu, d'universalisme? Mais non, nous ne sommes pas tous des frères, François. Il y a des parents, il y a effectivement, tous les hommes sont des homo sapiens, nous sommes à peu près de la même espèce, même s'il y a eu plusieurs espèces. Mais nous ne sommes pas tous des frères, non. Et ça, je t'invite à t'inscrire à la chaîne du Cercle Aristote pour te cultiver un petit peu sur tous ces sujets, parce qu'il y a d'excellentes vidéos. Et c'est là où moi j'ai découvert effectivement Régis Debray, que dont j'avais un a priori, mais en fin de compte, ce qu'il dit est tout à fait juste, nous ne sommes pas tous des frères. Non, pour être un frère, il faut des liens, il faut un lien. On ne peut pas se dire frère avec une personne qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vue, qui a une culture très différente. On peut avoir une affinité politique, on peut s'entendre sur des points, mais comme Marché, le bon communiste, national bolchevique, ce dont ton papa adhère, je pense, défend d'abord les travailleurs français, avant d'aller défendre les travailleurs du Cambodge où je vis, par exemple. C'est normal. Au Cambodge, on défend d'abord les Cambodgiens. Moi, dans ma société, je ne peux pas embaucher plus de 10% d'étrangers. C'est une vérité. On défend d'abord les siens, ceux avec qui on vit et avec qui on partage notre vie. Inscris-toi au Cercle Aristote. Tu dis que les nations ne doivent pas exister car elles sont des constructions bourgeoises. Eh oui, ton peuple serait donc le prolétariat international, universel. François, ta vie doit être triste. Tu n'as pas de nation, tu n'as pas de frères de sang, de frères de chair, de frères de race. Oui, n'ayons pas peur de dire le mot race, hein. Les races existent, François. Tu n'as pas de frères de culture, vu que tu n'as pas de nation, tu n'as pas de pays où vivre. Mais c'est peut-être parce que justement que tu es un bourgeois, un apatride. Tu pourrais très bien vivre demain dans une autre capitale, en Amérique du Sud, en Asie, peu importe.
puisque tu en as les moyens, tu as le luxe de ne pas être un nationaliste, car les nationalistes sont en général les pauvres. Quand on est riche comme toi, et bourgeois, bohème, bobo, eh bien, tu peux vivre n'importe où, car tu es seul. Tu n'as pas de frères, pas de nation. Tu vis dans un monde d'illusions et de rêves. Tu es comme Macron. Il n'y a pas de culture française. Il y a juste des cultures. Les gens comme toi vivent dans un biais mondialiste, dans ce luxe dont je parlais, ce luxe bobo, d'idéal et de rêve. Pour rêver, il faut de l'argent. L'ouvrier n'a pas le temps de rêver, le prolétaire n'a pas le temps de rêver, il a juste le temps de survivre. Les prolétaires ne veulent pas s'unir internationalement, ça c'était des idées de petits bourgeois, trotskistes. Heureusement, Staline, lui qui était un homme du peuple, a remis du nationalisme dans son communisme. C'était un national bolchevique. Et il a défendu les siens. Il faut d'abord commencer par faire le ménage chez soi, s'organiser avant d'accueillir des étrangers, d'ouvrir ses portes. Si c'est pour mal accueillir les arrivants, à quoi cela sert? Les faire souffrir encore plus? Ça, c'est du capitalisme, de l'exploitation. Alors, effectivement, on pourrait dire que, comme ce grand groupe de Oi Music Sham 69, if the kids are united, they will never be surrendered. Écoute. So let's all grab and let's all enjoy. In the case are united, they will never be divided. In the case are united, they will never be divided. François, tu penses que c'est un hymne à l'international? Non, pas du tout. C'est l'union des gens local, le localisme, François, avant tout. C'est le localisme qui va sauver le monde et pas l'internationalisme. Ça, c'est juste un doux mot, un rêve de riche. Le localisme, c'est le prolétaire. C'est celui qui a des frères. C'est le combat des siens. Qui va de cercle en cercle jusqu'à la taille d'une nation qui me paraît être tout à fait raisonnable. Mais ça pourrait être des nations qui ne sont pas contraintes à un super pouvoir. Nietzsche l'a bien dit. On peut créer de nouvelles nations, pas de problème pour moi. Nous, les Français de l'étranger, nous recréons notre France. Nous sommes des créoles. Nous recréons notre espace de paix. Je ne suis pas contre cela. Je dis juste local, localisme. Pense à ça. François, tu crois savoir, mais en fin de compte, tu ne sais rien. Tu vis dans un rêve, dans le rêve de l'international. Je rentre dans la politique. Alors François, tu as voté pour Olivier Besancenot. Tu es donc à tendance, un homme de gauche, un communiste à tendance trotskiste, pardon. C'est difficile pour moi à prononcer. Je souffre d'un peu de dyslexie. J'ai pas été longtemps à l'école. Je ne suis pas un prolétaire à proprement parler, même si mon père vient d'un milieu extrêmement pauvre. Mais du côté de ma mère, c'est des petits bourgeois de Suède. Mais par contre, j'ai pas eu une enfance bourgeoise. Même si j'ai été récupéré, car ma maman, qui avait ses charmes suédois, a réussi à nous faire manger tous les jours, presque, et à nous faire vivre dans les beaux quartiers, car elle vendait ses charmes. Ma mère était une courtisane, une belle courtisane. Mais elle s'est mariée à la fin de sa vie avec un homme, on va dire, de noblesse, un comte d'origine polonaise, qui m'a inculqué quelques bonnes idées, quelques bonnes choses, qui a achevé mon éducation. Mais c'est pas pour autant que je suis fondamentalement royaliste, par exemple, ce qu'il était. Mais pourquoi pas, ça peut être intéressant. Alors, tu as voté Olivier Besancenot. Mais en même temps, tu le critiques. En fait, tu critiques même tes amis. Tu critiques
tout le monde. Quand quelqu'un critique tout le monde, c'est qu'il est seul. As-tu des gens autour de toi que tu aimes? Est-ce que tu veux en parler, François? On peut en discuter. Je peux peut-être t'aider si tu es si seul que ça. L'amour te fait peur? Tu veux en parler? Alors François, je vais te dire que nous sommes tous de gauche. La gauche ne t'appartient pas. La gauche est quelque chose d'humain. Nous sommes tous de gauche. Je ne connais personne qui ne partage pas avec ceux qui l'aiment. Si je t'invite demain à venir manger chez moi, si ma femme est d'accord, hein, c'est elle le patron quand même, mais si elle t'accepte, eh bien tu mangeras aussi bien, voire même mieux que moi. Nous sommes tous des communistes. Nous sommes tous prêts à partager avec ceux que nous aimons. Mais voilà peut-être la différence entre une pensée nationaliste et une pensée internationaliste. Au moins, nous sommes honnêtes. Nous partageons avec ceux qu'on aime. Tandis que toi, tu fais croire que tu vas partager avec le monde entier. Ce qui est fondamentalement faux. C'est totalement faux. Et tu le sais, c'est du mensonge. C'est ça la perversité du trotskisme. C'est ça qui est mauvais, cette idée-là, ce mensonge universel. Tu es resté bloqué dans un schéma trotskiste des années 70, à mai 68, cette première révolution de couleur, de ces bobos petits bourgeois de Cohen-Bendit jusqu'à toi, SOS racisme, etc. Toute cette foutaise qui aujourd'hui ne peut plus tenir. C'est pour ça que l'humour est passé dans le côté sombre de la force. C'est qu'en fait, vous avez fait faillite. Vous avez fait une faillite intellectuelle. Mais je suis sûr que tu vas aussi critiquer ces gens-là. Tu critiques tout le monde. Essaye de choisir un bord. Ça va te soulager d'avoir un bord politique, des amis. Fais ton coming out. Rejoins la troisième voie. Tu connais Brassens, Georges Brassens, les copains d'abord. Eh ben écoute. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Alors François, arrête de voir des racistes et des antisémites partout. Le racisme systémique est résiduel en France. Le Français de la classe moyenne n'est pas un raciste. Il a juste peur. Il a peur de demain. Il a peur de disparaître. Il a peur de plein de choses. Et la peur est toujours mauvaise conseillère, comme pour toi. Je pense que tu es aussi quelqu'un qui souffre de la peur. Et la peur, elle crée ce racisme. Elle crée cette méchanceté, cette dureté. Enfin, la racaille, François, ce n'est pas une race. Racaille ne veut pas dire systématiquement arabe. Même peut-être que pour certains c'est le cas. Mais c'est pas vrai. Être racaille, c'est un comportement social. Mon père est écossais. Ma grand-mère, irlandaise. Ma grand-mère a commencé à travailler à l'usine à l'âge de 12 ans. Elle avait 8, je crois, frères et sœurs. Sa mère ou son père est mort, ivre-mort, hein, quand il recevait la paye. Sa mère et son père se bourraient la gueule. Il est mort en tombant dans les escaliers ivre-mort. Voilà ce que c'est que le prolétariat petit bourgeois. Tu ne sais pas de quoi tu parles. C'est dur, c'est des gens méchants, c'est des gens pas forcément très intéressants, c'est des gens racistes, c'est des gens égoïstes. La pauvreté ne tend pas vers la beauté, bien au contraire. Je parle de la vraie pauvreté, celle qui est dure. Dans les années 80, Glasgow était rempli de racailles blanches. C'était la ville la plus pauvre d'Europe. Moi, j'y allais en vacances. J'allais chez mes grands-parents qui vivaient dans la banlieue pauvre de Glasgow, la ville la plus pauvre d'Europe. Des petits HLM mal isolés. Quand je prenais un petit bain, ma grand-mère mettait juste sa d'eau chaude. Ça coûtait trop cher. Mon père devait lui donner de l'argent pour qu'elle mette plus d'eau. Mon grand-père a eu une crise cardiaque. Son voisin, un ancien militaire SAS, oui, parce que chez les SAS, les troupes d'élite, sont composées 80% de pauvres écossais, de prolétaires écossais, et de gourkas, de pauvres prolétaires gourkas. Eh bien, mon grand-père, cet ancien militaire SAS lui sauve la vie. Mon grand-père n'a même pas voulu lui acheter une bouteille de whisky pour le remercier. Trop cher. C'est ça, la pauvreté. C'est moche. Il n'y a rien de beau dans la pauvreté, François. Tu idéalises des choses moches. Jeune, j'ai traîné avec la bande des skins de Pasteur. Des prolos, des vrais prolos. On était tous des cas sociaux. Mais des cas sociaux en bande. On se soutenait.
Bien sûr, on était de la racaille. On dépouillait tout le monde. Tu serais passé, on t'aurait dépouillé. On t'aurait mis de la bière sur la tête, on serait moqué de toi, on t'aurait peut-être même frappé. Parce que j'imagine que tu t'es peut-être, t'as peut-être traîné avec les Antifa ou les Redskins, hein, qui nous ont copiés. Mais ils venaient pas chez nous, hein. Ah non. Les seuls qui nous faisaient encore un peu peur, c'était les restes des Black Panthers. Parce que eux, ils boxaient, toi. Nous, on faisait de la Valstar. On était 3e dan de Valstar. Bon, on était des vrais prolos. Un peu idiots, sales bêtes et méchants. C'est ça, la racaille. On était de la racaille. Le plus gros casse qu'on ait jamais fait, c'est un épicier arabe qu'on a dépouillé pour voler l'alcool. Voilà ce qu'on faisait, quoi. On dépouillait les mecs. Voilà. C'était avant les années politiques de Serge Ayoub, qui lui, au moins, avait un but politique. Tout ça pour te dire que la racaille n'est pas une race. Enfin, François, c'est naïf de croire que les mouvements étudiants dont tu parles avec tant de virulence aux États-Unis, ces mouvements étudiants contre Israël qui soutiennent la Palestine alors qu'eux-mêmes sont des petits bourgeois souvent juifs, c'est tout ça le paradoxe, c'est très drôle. Mais c'est pas ces petits mouvements étudiants, ces fils à papa, qui vont arrêter le massacre à Gaza. Seule la violence arrêtera le massacre à Gaza. La guerre du Vietnam était déjà à sa fin lorsque les étudiants ont manifesté dans les années 70. J'imagine que tu te réfères à ça. C'est pas les étudiants des années 70 qui ont mis fin à la guerre du Vietnam, c'est la faillite économique des États-Unis. Seuls des mouvements violents, c'est-à-dire nous, les gars de la 3e voie, nous, les SA, c'est nous qui allons faire une révolution, pas toi et tes petits antifas, fils à papa bourgeois. C'est les prolos, les vrais prolos qui font la guerre. Souvent manipulés par les bourgeois, j'en conviens. Seul un mouvement violent mettra fin au capitalisme de surveillance, parce que ce que tu nous décris, c'est le capitalisme de surveillance. La révolution ne se fait pas avec des étudiants bourgeois, fils à papa, qui se sentent pousser des ailes avant les grandes vacances. Non, non, non. Le capitalisme de surveillance mondiale ne craint pas les étudiants en colère. Les individus n'ont jamais fait de révolution. Il faut des leaders et des troupes paramilitaires. Et les paramilitaires, c'est nous, pas toi. La révolution se fait avec des armes, des combattants et du sang, dans le sacrifice et dans la violence. Et enfin, je vais conclure cette partie politique avant d'aller dans la conclusion sur le fait que tu ne parles jamais du véritable problème. Tu parles jamais du véritable problème, celui de l'intégration. Tu dis que les Français sont racistes et qu'il y a d'un côté les gentils immigrés qui sont des victimes et les méchants Français. Pour faire simple. Alors, tu distingues quand même les mafieux. Très bien. Tu as un fond honnête, tu aimes le rugby, tu peux pas être totalement malhonnête. Mais en réalité, l'intégration n'a pas fonctionné. On est d'accord, à cause de la classe bourgeoise de gauche ou de droite, le centre mou, ce que également Pierre-Yves Rougiron critique. C'est à cause d'eux, mais c'est surtout à cause de la bourgeoisie de gauche quand même. SOS racisme, c'est quand même ça qui a flingué l'intégration. Mais oui, parce que ça a idéalisé un certain type de comportement, de victimisation. Mais que dalle, il faut s'intégrer, il faut bosser. Les Asiatiques, par exemple, se sont parfaitement intégrés. Non, ils s'intègrent pas, mais se sont adaptés à la société française. Ils ne font pas, ils bossent. Et moi, ma femme est cambodgienne. Cambodgienne de France, qui est partie avant Pol Pot. Juste avant ton copain Pol Pot, le communisme le plus délirant qui ait jamais existé, anticapitaliste, mais d'une manière folle, qui a aboli l'argent, etc., etc. Eh bien, tous ces Asiatiques qui sont arrivés en France, ils se sont intégrés, ils ont pris des prénoms français, ils ont travaillé dans toute ma belle famille. Les enfants ont tous réussi, tous. Ils auront un niveau de vie supérieur à leurs parents. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que les parents étaient derrière, ils les ont poussés, ils les ont tenus, ils les ont éduqués. D'ailleurs, ils avaient une éducation. Ce que tu dis pas, François, c'est que les pays du Maghreb, en fait, la cellule familiale n'existe pas vraiment. C'est l'État, le fameux État dont tu parles, hein, paternaliste. Mais là, il existe. C'est un État fort. Et quand tu fais une connerie en Algérie ou en Tunisie ou au Maroc, tu te fais défoncer la gueule. Tu es tout de suite rectifié. Hein, je parle pas de la charia, je te parle même du système politique. Tu files droit. Eh ben, quand ces gens sont arrivés en France du Maghreb, ils pensaient que l'État français était pareil. Ils pensaient que c'est la police qui allait éduquer leurs enfants. Mais pas du tout, puisque la police ou l'école pire dont tu viens, ce milieu, à la limite, l'école aurait dû éduquer les enfants. Parce qu'eux ne le font pas.
D'ailleurs, ils n'ont pas le temps, je suis d'accord là-dessus. C'est ça la catastrophe, c'est que ces gens-là n'ont pas eu d'éducation. Ils sont mal polis, ce sont des racailles, comme ce que j'étais, sauf que moi, je m'en suis sorti, grâce aux livres, grâce au milieu social dans lequel j'ai vécu. Mais si je prends demain un de mes anciens camarades skinhead, le plus prolétaire, ouais, je suis sûr qu'il n'a pas trop évolué. Hein, il est toujours sale, bête et méchant. Il a toujours ses idées un peu bas de plafond, comme la racaille écossaise des années 80, hein, les fameux coups de boule écossais. Hein, on se battait à cette époque-là. D'ailleurs, tu t'es déjà battu, François, physiquement? T'as déjà fait une bagarre? Je crois pas, hein, je pense pas. Hein. Tu es un révolutionnaire idéal, quoi, d'idées. Alors, ce véritable problème d'intégration qui n'a pas fonctionné à cause de la gauche, allez, je dis pas la gauche de la gauche, à cause de la gauche caviar. Je distingue, d'accord? Note, François. Alors, SOS racisme, etc., etc. Comment on va faire aujourd'hui pour intégrer tous ces jeunes-là? Alors, il y a la Légion, il y a l'armée, il y a des moyens un peu virils, il faut remettre un peu de virilité, c'est ce qu'ils cherchent, ces jeunes. Ils sont pas mauvais. Moi, j'ai fait les paras, il y avait des Arabes chez les paras. Très bons combattants, très durs, des bons guerriers. L'Algérien est le Kabyle, le Berbère est un guerrier. Hein, en fait, le Berbère, c'est un vandale. C'est mes frères, quelque part, de sang. C'est des guerriers, il faut les récupérer. Mais il faut leur donner un but. Et là, tu parles aussi jamais de Soral. Parce que Soral, il en a fait du boulot, hein, avec ER, égalité et réconciliation. Mais là, peut-être que tu as peur du CRIF. Tu as peur de certains lobbies puissants. C'est les lobbies qui nous gênent, c'est les ultra-riches. Allez, je vais dans la conclusion. Alors, juste avant la conclusion, en réalité, si tu veux, pour sauver ces jeunes-là, il faut leur redonner un idéal nationaliste, de la virilité. Et si tu veux, il faut commencer à faire le ménage chez nous avant de penser international. Et c'est en faisant le ménage chez nous et en évacuant tous ces lobbies qui nous pourrissent, ce capitalisme de surveillance. Mais pour ça, il faut prendre le pouvoir, sortir de l'Europe, sortir de l'euro, sortir de l'OTAN, en redevenant libre et en redevenant une troisième voie. Eh bien là, nous pourrons intégrer ces jeunes en leur donnant un but et un sens à la vie. C'est exactement ce que fait le Cercle Aristote. C'est exactement ce que dit Pierre-Yves Rougiron que tu n'as pas compris. Conclusion. François Bégodeau. La lutte des classes est une invention des ultra-riches. Il n'y a que deux classes dans le monde. Il y a les ultra-riches, je parle des très riches, les 7 sœurs, les grandes compagnies, les lobbies pharmaceutiques, l'industrie de l'armement, les GAFAM aujourd'hui, le pétrole, les Rockefeller par exemple, qui ne sont pas des juifs, hein, les Rockefeller. C'est eux les super riches, c'est eux qui ont créé la lutte des classes, c'est eux qui ont divisé le monde. Les ultra-riches, Charlemagne était un ultra-riche, hein, par exemple, d'accord? On peut remonter dans le passé. C'est eux qui ont créé cette idée de lutte des classes. Il n'y a pas de lutte des classes. Il y a des corporations de métiers. Et il y a des choses, mais on est tous frères. À partir du moment où on vit dans un groupe commun, où on a un idéal commun, où on a une politique commune, où on a une vision commune, où on partage des rêves de l'histoire et du futur. C'est ça une nation. La nation, c'est une taille idéale d'hommes qui se regroupent ensemble pour protéger leurs intérêts. Oui, les autres pays ne sont pas nos copains. Hein, regarde ce qui va se passer avec l'Ukraine. Hein, la France va être rentrée en guerre grâce à ce débile de Macron. Mais après, moi, je ne suis pas contre la guerre. Le problème, c'est que là, pour l'instant, on fait de la vente d'armes. On va promouvoir des mirages, des choses comme ça. Mais s'il faut faire la guerre, il faut la faire pour de vrai. On peut pas envoyer des petits soldats se faire... D'ailleurs, il y aura beaucoup d'Arabes, de Maghrébins, de ma génération. Moi, j'ai aucune goutte de sang français. Hein. Il y aura beaucoup de jeunes, 2e, 3e, 4e génération, qui iront se faire tuer en Ukraine. Au nom de Macron, au nom des ultra-riches. C'est ça notre combat. C'est l'anticapitalisme, oui, mais des ultra-riches, François. Pas des bourgeois. Les bourgeois, ils sont aussi victimes que... Ok, j'aime pas non plus les bourgeois, je suis fondamentalement anticapitaliste, je hais le pharmacien, il y a plein de trucs que j'aime pas, mais fondamentalement, c'est pas eux nos ennemis. Nos ennemis, c'est les ultra-riches. Les ultra-riches dirigent le monde. C'est eux qui ont inventé la notion de lutte de classe pour nous diviser. Et toi, tu es toujours dans ce schéma-là, t'as rien compris. Être patriote, c'est creux et vain, tu dis ça. Tu dis être patriote, ça sert à rien, voilà, c'est 14-18, effectivement, on a vendu du patriotisme aux prolétaires pour aller se faire tuer. Oui, pour les ultra-riches. Hitler a trahi le véritable national-socialisme strassérien. Pourquoi il l'a fait? Mais parce que les ultra-riches l'ont payé. C'est toujours la même histoire. Tant qu'on ne va pas désigner l'ennemi clairement, qui n'est pas le petit bourgeois pharmacien du quartier,
qui est un peu plus riche que toi et qui t'énerve et moi aussi. Non, notre ennemi principal dans le capitalisme de surveillance, ce sont les ultra riches qui, eux, sont totalement internationalistes, qui n'ont pas de nation. C'est Macron et ses copains, ceux qui le financent, ceux qui le manipulent. Mais c'est eux nos ennemis, c'est eux qu'il faut détruire, pas le petit bourgeois. Il faut faire un peu d'anthropologie pour terminer, François. Alors, je t'invite d'abord à lire le livre d'Arnold Gehlen, L'homme. Si tu as la flemme de le lire, bah, regarde ma vidéo sur le sujet. Les races existent, François. La culture existe. Les cultures, les odeurs, le goût, la biologie, l'inconscient collectif existe. Viens au Cambodge et nous ferons un peu d'anthropologie moderne ensemble. Tu vas découvrir un peuple où 90% des habitants sont tous de la même race, des Khmers. Tu vas découvrir un pays nationaliste, mais qui est quand même très, enfin, pas toujours communiste, hein, parce que c'est parti. Il y a eu un capitalisme assez sauvage d'ailleurs et très mauvais. Mais c'est un pays, c'est une dictature, hein, disons les mots, éclairée. Hein, c'est la même famille qui est au pouvoir depuis 35 ans, 40 ans. Je pense qu'ils ont battu tous les records du monde. Mais les gens vivent bien, ils sont heureux, parce qu'ils ont une progression de vie, les enfants seront plus riches que les parents, ils ont un espoir, ils ont un but, la paix a été trouvée, notre dictateur éclairé aime son peuple. Ah oui, alors c'est un peu paternaliste, ah c'est un peu du De Gaulle, etc., etc. Mais ça fonctionne, mon ami, ça fonctionne. Et la société évolue dans le bon sens. Les gens deviennent éduqués. Il y a encore 10 ans, ils jetaient des poubelles par terre, et ben ils le font plus. Le gouvernement éduque son peuple et l'instruit ensuite. D'abord parce que pour être instruit, il faut être éduqué, n'est-ce pas? C'est ce qui manque en France. Comment voulez-vous qu'on puisse instruire ces jeunes de banlieue si ils ne sont pas éduqués, s'ils se comportent comme des racailles? Et je rappelle que la racaille, ce n'est pas une race, François. C'est un comportement social. J'ai été une racaille. Les pauvres, François, pour terminer, les pauvres, cette classe que tu idéalises, que tu voudrais créer, cet universel du prolétaire, les pauvres sont juste affreux, sales et méchants. Hein, le film, excellent film. Les pauvres sont souvent les plus racistes. La pauvreté rend dur, elle rend bête, elle rend méchant. Je pourrais parler des heures de ma grand-mère, de mon grand-père. Ma grand-mère a été méchante, elle a été dure. Hein? Par contre, elle se torchait une bouteille de whisky avec quand elle est en France, chez ma sœur, hein, qui habitait à Calais. Hein, elle passait la nuit à se torcher une bouteille de whisky et elle bouffait une plaquette de beurre, hein, de 500 grammes. Parce que ça coûte cher, ça. Elle était intelligente, très intelligente, mais méchante. Un peu comme toi. Intelligent et méchant. Si tu veux, le prolétaire, il faut avant tout, bien sûr, le sortir de sa misère financière, bien évidemment, mais avant tout de sa misère intellectuelle, de sa misère et individuelle, parce qu'on l'a tellement divisé qu'en réalité, avec cette fameuse lutte des classes, c'est qu'il faut le réintégrer dans la société par corporatisme, par corporation. C'est la troisième voie des frères Strasser. C'est le national-socialisme dont je suis politiquement, mais pas Hitler, hein, d'accord? Pas Hitler. Hitler a trahi. Il a travaillé pour les ultra-riches pour combattre le national-bolchevisme. Les frères Strasser, ou le national-socialisme de la première heure, étaient alliés avec les nationaux-bolcheviques. Ils ont chassé le trotskisme. C'est ça la plaie. L'internationalisme a disparu. Il a été massacré en Allemagne et en Russie. Même si, allez, il y a des choses à dire sur le collectivisme. Je ne suis pas du tout pour. Bien évidemment, il y a des grandes différences. Mais qui a financé la révolution de 17? C'est des milliards de Deutschmark venus des ultra-riches des banques allemandes. Diviser pour régner. Créer la lutte des classes. C'est ça qu'ils veulent. Importer des migrants en France. Mais regarde les anciennes vidéos de Marchais. Écoute ton papa. Il faut défendre le travailleur français. Les immigrants n'ont rien à faire ici. Ils vont trouver que du malheur. Une fois de plus, ces ultra-riches veulent nous diviser. C'est le chaos qu'ils veulent contre nous. Donc il faut arrêter cette histoire de lutte des classes. Il faut redevenir corporatiste, nationaliste, nettoyer nation par nation, et après on pourra faire une sorte d'internationalisme des nations. Tout le moins en Europe, on pourra faire l'Europe des nations. Les prolétaires, en réalité, ne sont pas, pour terminer, les prolétaires, en réalité, ne sont pas politisés. Ça se voit d'une manière flagrante chez les SA, je parle des SA de la première heure, de Reun, des frères Strasser.
En fait, ils étaient pris aussi bien au parti communiste qu'à la droite. Le prolétaire n'est pas politisé. Le prolétaire, il veut qu'on lui donne un sens à sa vie. Il veut qu'on le corporatise. Il veut s'en sortir financièrement. Il veut que ses enfants changent, s'éduquent, s'instruisent pour gagner mieux leur vie, ne pas avoir ce travail pénible à l'usine, ces mineurs de fond, tous ces métiers d'ailleurs qui, heureusement, ont tendance à disparaître. Mais au Cambodge où je vis, ça est toujours le cas. Hein, les chiffonniers, il y en a plein. Il y a vraiment des sales métiers, des métiers où on meurt jeune. Bon, c'est moins le cas en Europe. Ça, bien évidemment, il faut travailler pour. D'accord? C'est pour ça qu'on est des anticapitalistes. Anticapitalisme contre ce capitalisme de surveillance des ultra-riches. Les pauvres essayent juste de survivre, quitte parfois à vendre leurs enfants. C'est ça la réalité de la dureté du prolétariat. Il n'y a rien à idéaliser. Il faut sortir ces gens de cette misère, c'est tout. C'est la misère. Mais il n'y a pas de lutte des classes. Il n'y a que deux classes. Alors je termine sur la citation de Gregor Strasser de 1930. Nous sommes socialistes, nous sommes des ennemis mortels du système économique capitaliste actuel, avec son exploitation des économiquement faibles, son système salarial injuste, sa façon immorale de juger la valeur des êtres humains en fonction de leur richesse et de leur argent, au lieu de leur responsabilité et de leur performance. Et nous sommes déterminés à détruire ce système, quoi qu'il arrive. C'est nous, les SA, qu'allons faire la révolution, pas les petits bobos antifa. À bon entendeur, salut.